Déjà bonjour, je m'appelle Florian Delcourt, donc je travaille pour Ikigai.games, qui est un projet associatif porté par l'association Games for Citizens, qui est un regroupement de plein d'universités et d'établissements de l'enseignement supérieur, qui se sont regroupés pour créer, mobiliser du jeu, se réfléchir sur le jeu sérieux, notamment numérique, mais pas que, aussi de plateau, et toutes les traces qui sont tout autour. Donc c'est en effet les différentes choses qu'on va évoquer aujourd'hui, ensemble, entre maintenant et la présentation tout à l'heure, à la fois dans la partie création d'outils pédagogiques mobilisant le jeu, mais aussi dans qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ce qu'on va pouvoir récolter comme traces pour nos joueurs, mais aussi nous en tant que praticiens, en tant que pédagogues, et aussi en tant que chercheurs. Donc, il y a tout un aspect recherche aussi que je vais pouvoir évoquer tout à l'heure. Donc, qui je suis? Je m'occupe des formations à Ikigai et toute l'animation de réseau. Donc, je vais participer à la création des premiers projets, des prémices de projets avec nos membres. Et donc, on va détecter les idées, les besoins qu'il peut y avoir dans l'enseignement supérieur pour créer avec nos partenaires, nos membres de l'association, des nouveaux outils qui vont convenir à leurs besoins pédagogiques sur le terrain et aux apprenants. Et donc par le passé, je suis très content d'être de retour sur le plateau de Saclay, j'ai beaucoup travaillé à la CSTI, donc à la culture scientifique et technique sur le plateau de Saclay, en médiation scientifique, en créant des expositions, des événements, et en travaillant beaucoup sur la partie arts et sciences pendant de nombreuses années, avec l'université Paris-Saclay. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, parce qu'on est tous, je pense, assez formés là-dessus. Pourquoi on va essayer mobiliser le jeu dans l'apprentissage? Déjà, il y a une évolution très rapide des méthodes d'apprentissage, de formation. On a des apprenants aussi qui changent, un contexte autour des apprenants qui est très différent et qui évolue très rapidement. Et le jeu se voit être une réponse innovante, avec toutes les questions qu'on peut se poser tout autour. Est-ce que ça l'est réellement? Est-ce que déjà c'est innovant? Ça existe depuis de très nombreuses années. Et est-ce que c'est la réponse à tout? Je vous donne une prémisse de réponse, la réponse est non. Mais on va essayer de faire en sorte que ça le soit pour le plus grand nombre, et en tout cas que ça va répondre aux bons objectifs qu'on va se fixer. Et donc on va essayer de voir tout ça, comment détecter les limites et comment les franchir. Comment on peut réfléchir à tout ça? J'ai repris un grand nom du territoire pour illustrer cela, que vous devez connaître aussi, Stanislas Dehaene, donc qui regroupe 4 grands piliers de l'apprentissage: l'attention, l'engagement actif, la rétroaction et la consolidation. Le jeu, en tant que média culturel, remplit en partie chacun de ces 4 piliers, grâce à certains des outils qui le constituent. Donc ça permet au jeu sérieux notamment, de pouvoir combler en partie, en addition d'autres médias, un besoin d'apprentissage. Je vous les détaille très très rapidement, je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus. Donc l'attention, c'est le fait de pouvoir sélectionner, traiter des informations pertinentes. Donc dans les jeux, on va essayer de capter l'attention du joueur qui va passer un certain temps sur le jeu. Du temps parfois qu'il ne va même plus maîtriser, il ne va plus avoir la maîtrise de ce temps. C'est ce qu'on appelle le flow. Donc le jeu, dans ses caractéristiques, a cette notion de capture d'attention. On va essayer d'avoir des points, des niveaux, une progression, de créer un flow dans lequel le joueur va s'investir et donc passer plus de temps qu'il n'aurait pensé passer dans l'activité qu'on lui propose. Et on va lui fournir un certain nombre de feedbacks visuels, écrits, qui vont lui permettre d'avancer, de progresser, et donc qui vont continuer à le motiver et à capter son attention. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. Là, je n'ai pas besoin de vous le détailler. Quand on joue, le principe, c'est d'essayer de rendre acteur l'apprenant dans son apprentissage. Si on a loupé quelque chose dans son jeu, on peut difficilement appeler ça un jeu. Donc le jeu, par nature, implique de l'activité, une action, et ça va favoriser un apprentissage par essai-erreur.
L'engagement actif est très familier de ça. Le jeu par nature, c'est de l'essai et de l'erreur. On fait des erreurs, on trouve une solution, on progresse. C'est le principe même du jeu. Alors si c'est très accepté dans le jeu, ça l'est beaucoup moins dans l'apprentissage. Parce que pendant des années, on nous a appris qu'il ne fallait pas faire d'erreurs, notamment lors de l'évaluation. Et donc on a, pour certains apprenants, une grosse problématique de devoir dépasser cette notion d'erreur, d'accepter cette notion d'erreur, et le jeu peut permettre cela. On a le feedback, hop, tout en bas, donc la rétroaction. Donc ça peut être dans le jeu, ça peut être des feedbacks instantanés, donc c'est des réactions du jeu par rapport à une action qu'on a pu faire. Ça peut être aussi un feedback que nous on a programmé en jeu numérique, c'est assez évident à faire. Comment le jeu va réagir à une action que le joueur a proposée, et donc ça va permettre d'augmenter son niveau, de pouvoir progresser pour avancer dans le jeu. On est dans une boucle d'amélioration constante pour l'apprenant, et c'est très valorisant. On rentre dans un système de récompense. Et enfin la consolidation. La consolidation, c'est le fait de pouvoir répéter, on l'a dit, plus on va capter l'attention, on passe du temps, on va pouvoir répéter, faire des essais, des erreurs, réussir. Au bout d'un moment, on réussit sans faire d'erreur. Et donc, on consolide une notion, on consolide une capacité, un savoir-faire, un savoir que l'apprenant va pouvoir remobiliser par la suite. Et on va voir cette boucle pendant très longtemps. On peut regarder cette boucle d'apprentissage, des piliers de l'apprentissage, un peu aussi comme la boucle qu'on va retrouver dans les jeux, dans la création des jeux. On est très très proche de quelque chose que je vous montrerai juste après, qui est la boucle identique qu'on crée dans les jeux. Donc, on a parlé dans les apports du jeu, on a parlé... dans les apports du jeu sérieux, on a parlé d'engagement. Je vous utilise les grands mots qu'on utilise souvent. On parle d'engagement, donc on a vu pourquoi, a priori, parce que ça se décline sur plein d'idées de l'apprentissage et de la captation d'attention. L'immersion, on va avoir des scénarios interactifs. Le jeu va répondre à ce qu'on va proposer. On va avoir des feedbacks sur ça et ça va nous permettre de s'améliorer, de progresser dans le jeu. En progressant dans le jeu, on progresse dans notre apprentissage et par la pratique et l'expérimentation, au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus fort dans le jeu, mais aussi dans nos connaissances et savoir-faire. Le jeu mobilise un petit peu, à peu près tout ça pour y arriver. Donc il y a plein de mots qu'on a déjà utilisés. J'essaie de vous faire le pont entre ce qu'on connaît en pédagogie et ce qu'on utilise comme mot en termes de game designer. Donc quand on parle de jeu, on parle de motivation. Si on n'est pas motivé, on ne joue pas au jeu. On ne va pas s'amuser, on ne va pas s'investir dans le jeu. Le fait que le joueur va faire des actions, on va essayer de lui créer des émotions, on va lui donner des réponses à ces actions, il va mémoriser. Il va faire des erreurs, la place de l'erreur est essentielle dans le jeu. Il va avoir un sentiment de progression au fur et à mesure, avec lesquels il va pouvoir évoluer dans un scénario. Donc le scénario, il peut être de plein de formes. Le scénario du jeu va pouvoir permettre soit de manipuler des choses qui sont très difficiles à manipuler autrement. On peut penser à des représentations complexes de physique, par exemple, avec lesquelles on va avoir du mal à toucher quelque chose. Le jeu peut permettre de manipuler ces choses-là, comme on pourrait le faire avec d'autres types de simulations. On va pouvoir créer des représentations, des schémas de pensée à travers le jeu. C'est ce qu'on va voir juste après. Une mécanique de jeu est porteuse de sens. Si on choisit une mécanique de jeu, c'est pas pour rien. C'est qu'elle va permettre de comprendre ou d'actionner certains leviers qui vont nous permettre de mieux appréhender une notion. C'est pas par hasard qu'on choisit telle mécanique pour tel jeu d'apprentissage. Et après tout le reste, je vous l'ai dit, on ancre, on répète, on fait des essais, des erreurs, on s'améliore. Et je reviendrai tout à l'heure dessus en fin d'après-midi. Il y a une forte importance de l'évaluation. Si on fait du jeu sérieux, on le fait avec un objectif. S'il y a un objectif, on cherche à l'évaluer. Donc il y a un intérêt à mesurer les résultats qu'on va pouvoir obtenir grâce au jeu.
Mais c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Il y a plein de ça. Pour créer un jeu, notamment le jeu vidéo, il y a beaucoup de métiers différents. Beaucoup de métiers différents, c'est-à-dire beaucoup de personnes, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de temps, et donc tout ça, ça veut dire beaucoup d'argent souvent. Donc merci à l'appel à projet de pouvoir soutenir ce type de projet, parce que c'est toujours des projets qui sont assez importants en termes de ressources. Les publics sont tous très différents, c'est l'autre grand défi. Donc les jeux doivent pouvoir convenir à un grand nombre de publics. C'est un gros défi, et c'est souvent celui qui pose le plus de problèmes au départ, c'est de pouvoir définir et contenir le type de public cible au début de la création du jeu. S'il est mal défini dès le départ, le projet est difficile à créer. Il va falloir définir les contextes d'utilisation. C'est pas pareil de faire un jeu qui est utilisé en classe, d'un jeu qui va pouvoir être mobilisé le soir en rentrant dans les transports en commun, ou tout seul, ou en multijoueur, synchrone, asynchrone, en TP. C'est pas du tout le même type de jeu. On va pas les construire pareil, ils n'ont pas les mêmes objectifs, et on n'apprendra pas de la même façon. Et donc tout ça va nous mener à définir un certain nombre d'objectifs principaux. Je vous en ai listé un tout petit nombre de façons dont on pourrait évoquer les objectifs que pourraient avoir des jeux sérieux. Je dis un tout petit nombre parce que c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Il y en a déjà 6, donc l'apprentissage, c'est souvent celui qu'on entend le plus. Je veux un jeu pour qu'on apprenne. C'est pas le plus simple. Je dirais plus que c'est le plus compliqué. Le jeu de remédiation, donc essayer de récupérer des apprenants qui sont en difficulté pour essayer de les faire raccrocher à une thématique. L'auto-évaluation, c'est celui qu'on connaît le plus, typiquement avec des quiz par exemple. L'acculturation, c'est dans cette catégorie-là qu'on va retrouver pas mal de jeux qui vont être destinés à du public non sachant, qui n'est même en dehors de l'apprentissage. Des jeux d'engagement, c'est là où on va retrouver les jeux où on va essayer d'emmener des gens vers des actions concrètes à la fin du jeu. Typiquement dans les ateliers ludiques comme la fresque, des choses comme ça, on est dans des choses qu'on va appeler des jeux d'engagement ou des ateliers ludiques d'engagement. Et il y a le volet sensibilisé qui est une autre façon d'acculturer, qui est peut-être encore moins, qui va juste donner quelques clés pour envie de découvrir un sujet. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver dans les jeux pour la fête de la science, par exemple. On va essayer de sensibiliser un public à un sujet pour lui dire tu devrais peut-être t'y intéresser un peu plus, et après lui donner d'autres clés qui vont lui permettre d'aller plus loin dans un sujet. Lui donner envie de découvrir un sujet. J'ai essayé de faire, vous voyez, il y a une sorte de crescendo aussi dans tout ça. Pour moi, le plus compliqué au plus simple, mais à chaque fois avec des publics très différents au final. Et ça, si vous ne le définissez pas dès le début, ça va être compliqué. Votre projet va toujours bouger entre ces lignes. Une fois que vous aurez choisi cet objectif, pour le remplir, ce qu'on utilise chez Kigai, c'est notre recette, je vous la livre, on utilise la rhétorique procédurale. La rhétorique procédurale, c'est un nom un peu grossier qu'on entend assez peu, mais qui est issu du livre que vous avez sur la droite de Yann Bogost, c'est un peu petit, qui s'appelle Persuasive Games. Le livre a à peu près 15 ans, un peu plus. Et l'objectif, en tout cas ce qui est démontré dans le livre, la thèse du livre, c'est de montrer que le choix du gameplay n'est pas innocent. Le choix du gameplay va permettre de livrer un message. Pour les personnes qui sont habituées aux sciences de l'information et de la communication, pour vous, ça ne va pas vous sembler sorcier. Le choix d'un médium, la façon dont on va mobiliser ce médium, dont on va le servir à son public, définit en soi un message. Monsieur Yann Bogost l'applique aux jeux vidéo et aux jeux de façon générale de la même façon. C'est de se dire que ce vecteur, le jeu vidéo, ce vecteur de message, cet objet culturel,
peut aussi être porteur, par sa mécanique en elle-même, d'un message que l'on propose à un public. Donc le choix de cette mécanique ne peut pas être innocent. C'est même la base de la réflexion de ce qu'on va transmettre. Je vais vous proposer par la suite de regarder quelques jeux. Je vais vous décrire et qu'on va essayer d'analyser par leur mécanique. Donc dans ce cas-là, si je veux utiliser la rhétorique procédurale, à votre avis, comment je vais choisir mon gameplay? Le gameplay, c'est l'ensemble des mécaniques de jeu et de l'histoire que je vais développer dans un jeu. Comment est-ce que je vais choisir ça? Je débute mon projet, et comment est-ce que je choisis mon gameplay? Quelles sont les premières questions à se poser? Quels sont les objectifs? Exactement. Je vous remets la même slide comme ça. On ancre. Et quelles sont les contraintes que j'ai? Oui, pardon, tu peux. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, exactement ça, les contextes d'utilisation. Donc c'est exactement les choses que je vous posais comme préliminaire d'un projet. Comment je choisis mon gameplay? Les réponses, elles sont là. Si j'arrive déjà à répondre à ces questions-là, ça va me donner des grandes lignes du gameplay que je vais devoir mettre en place. On regarde quelques jeux? Je vous les décris, parce qu'il n'y a pas de vidéo, donc je vais vous les décrire. Je vous ai pris que des exemples que vous pouvez retrouver sur notre portail. Ils sont tous en accès libre et gratuit. Vous pourrez les tester ce soir en rentrant à la maison. Alors, je vais les décrire rapidement. Donc, le premier que je vous propose, c'est Magna Carta. Magna Carta, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de l'établissement de la Magna Carta, donc un des premiers livres de loi en Angleterre. On joue le rôle de Monsieur Fitzwalter, pardon. Fitzgerald. J'ai changé de continent. Qui est baron en Angleterre au XIIIe siècle. Et notre rôle va être d'administrer notre baronnie en allant voir les différentes problématiques qui vont se poser sur le terrain. Donc on rencontre par exemple ces gentils villageois qui sont en train de connaître un problème et on va devoir faire des choix en permanence. On va avoir le choix entre plusieurs solutions qui, au fur et à mesure du jeu, ces choix deviennent des réponses aux questionnements que vont avoir la population sur le terrain. Donc là, la mécanique choisie, c'est une mécanique de décision. On va devoir choisir parmi plusieurs solutions. Ces solutions deviennent des règles, les nouvelles règles du jeu, puisque les citoyens, finalement, se régissent par rapport à ces nouvelles règles que nous, on a dictées. Et le fait de jouer le rôle du baron, finalement, fait sens derrière tout ça. On est en train de créer un ensemble de livres de loi, juste en rencontrant la population, en faisant un choix, à chaque fois, qui va avoir une influence sur la vie de notre population. Donc, notre population va être heureuse, plus ou moins riche, plus ou moins en conflit. Et donc là, la mécanique du jeu est porteuse déjà de sens. Elle montre comment, à ce moment-là, on commence à éditer un certain nombre de lois, comment on va essayer de résoudre des problèmes, et à quoi sert cette mise en place de nouvelles règles. On a tout de suite dans la décision, dans le feedback du jeu, on voit tout de suite quelles sont les conséquences sur la population. On voit cette relation entre nos choix et ce qui se passe pour la population. Donc c'est à la fois un jeu qui est utilisé pour sensibiliser à la création de cet objet culturel historique, donc un des premiers livres de loi. C'est aussi un jeu qui est utilisé pour faire parler anglais les étudiants. Donc il est beaucoup utilisé en langue finalement. Donc tout le jeu est en anglais, c'est de façon volontaire. C'est qu'on va pouvoir mobiliser du vocabulaire spécifique anglais. Excusez-moi. La présence, c'était qui les étudiants de licence? En l'occurrence, c'est un jeu qui a été
co-élaboré avec l'Université de Bordeaux. J'ai essayé de choisir des choses qu'on ne verra pas cet après-midi, parce que vous verrez d'autres propositions de jeux qui ont été créées ici. Et donc là, c'était des étudiants de licence en langue, donc anglais. Donc vous voyez que finalement, l'objectif premier, on pouvait croire être celui de la compréhension de comment on met en place la Magna Carta, finalement, ce n'est pas le premier point. Finalement, ça, c'est un événement culturel, historique, qui est pris comme base pour pouvoir réfléchir à d'autres éléments. En l'occurrence, le point d'entrée, l'apprentissage, c'est l'anglais. C'est ça la volonté de départ, mais il y a une volonté de sensibilisation autour d'un objet culturel et historique. Si on avait fait un jeu de casse-tête autour de ça, on n'aurait pas du tout eu la même compréhension, la finesse de compréhension de comment on édite un livre de loi. Quelle info ça peut avoir sur notre population. Là, le fait de les rencontrer, qu'ils nous expliquent leurs problèmes, c'est aussi quelque chose qui est important. Ça rend humain du côté de la création de la loi. On n'est pas simplement dans une résolution de casse-tête. Voilà, il y a plein de choix importants qui font qu'une mécanique et les ressorts ludiques vont transmettre un message. Un jeu que vous connaissez sûrement, puisqu'il a été fait là il y a quelques années, Climatic Tac. Est-ce que vous connaissez Climatic Tac? Non, il y a des gens qui ne connaissent pas? Alors Climatic Tac, c'est au départ un jeu de... Je fais un petit peu l'histoire. Une belle histoire qui a commencé il y a plus de 10 ans. C'est d'abord un jeu de plateau qui est créé un petit peu sur la même mécanique que celle du jeu Pandémique, que vous connaissez peut-être en jeu de plateau, qui est un jeu où on essaie de... Pandémique est un jeu où on essaie de contrecarrer l'arrivée d'une pandémie mondiale, toute chose qui s'est passée 10 ans après n'ont rien à voir. Et dans Climatic Tac, le but du jeu est de contrecarrer l'évolution du climat et les effets que ça va avoir sur les différentes populations. Donc dans Climatic Tac, en permanence, on va avoir des problématiques d'habitat, des problématiques d'alimentation et de santé qui vont se produire sur le plateau. Et par une dynamique collective, on va tous travailler ensemble, on va tous devoir faire des choix, faire des actions au niveau mondial et au niveau local pour essayer de résoudre et de contrecarrer quelque sorte d'évidence, quelque chose qui évolue vers une augmentation de la température à l'échelle mondiale. Donc la mécanique est celle d'un jeu coopératif sur lequel on va se battre contre le plateau. Ça a pour conséquence de faire comprendre que quand on se bat contre un plateau et quelque chose qui est dynamique sans même qu'on ait... Si on ne fait rien, qui continue à avancer, il y a deux conséquences à ça. Un, ça pourrait être le découragement et de se dire bon, de toute façon, il va se passer quelque chose de mauvais à la fin et on ne va jamais pouvoir le contrecarrer. Le fait de proposer en face une dynamique coopérative pour essayer de résoudre le problème permet de montrer que collectivement, ça transmet le message que collectivement, on peut faire des choses, action par action, on peut avoir des petits effets qui peuvent avoir des plus gros effets par la suite. Donc là, le choix de devoir jouer contre un plateau, donc quelque chose, une évidence qui se passe, qu'on ne gère pas de façon globale, mais essayer de contrecarrer par des actions, à petite échelle, à moyenne échelle, avoir des effets plus ou moins petits au premier abord, mais qui peuvent avoir des gros effets par la suite. Tout ça, c'est des choix de mécanique de jeu qui auront une conséquence dans la compréhension du phénomène global. C'est ainsi qu'on va pouvoir comprendre un ensemble de propositions, en tout cas de positionnements que peut avoir le citoyen vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de l'échelle mondiale, sur ces sujets-là. Alors bien sûr, on ne va pas tout apprendre sur le réchauffement climatique et sur tout ce qui se passe à l'intérieur, mais par contre, ça nous donne une position en tant que joueur et en tant que joueuse vis-à-vis de ce type de phénomène. Et ce jeu, donc la question des publics, c'est très important, c'est un jeu de médiation. Il a d'ailleurs reçu la médaille de la médiation du CNRS en 2022, en version physique. Et donc là, vous avez la version numérique sous les yeux, qui se passe des défis qui étaient un petit peu spécifiques
que proposait l'édition Jeux de plateau de BioViva. C'est un jeu qui s'est retrouvé dans les magasins de jeux, qui remplace les défis où on devait mimer ou faire du bouche à oreille, des choses du dessin. On enlève ces défis pour faire des défis qui sont plus liés à la thématique. Donc, pour être vraiment aussi dans une compréhension du phénomène et d'avoir les bons chiffres qui correspondent à ce qui se passe sur le plateau. Le temps qui me reste, je vous prends un dernier exemple. Un dernier exemple que je vous inviterai aussi à aller consulter et essayer. Un jeu qui s'appelle L-Link, qui est sur notre portail, qui est un des tout premiers projets de l'association et du projet Ikigai. L-Link est un jeu sur l'éducation aux médias. Et c'est un jeu où on va incarner Elixen, la jeune femme que vous voyez sur la droite, qui va essayer de déjouer un complot au sujet de la base de données de Sorbonne Université, Néo-Sorbonne, Sorbonne Université dans le futur. Et pour cela, elle va essayer de remonter, essayer de mener son enquête en remontant sur plein de réseaux sociaux, sur plein de documents, et essayer de faire des liens entre différentes infos. Et donc on a toute une mécanique à l'intérieur du jeu d'hypertexte. Donc on va aller chercher des infos dans des documents qu'on va sélectionner et qu'on va essayer de relier à d'autres documents, et ainsi de suite, pour essayer de faire une sorte de grande mind mapping, une sorte de grand réseau hypertexte entre les différents éléments des enquêtes, qui vont nous permettre au fur et à mesure, en les analysant, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le jeu, et de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants du phénomène qui est en train de se passer. Donc là, je vous résume très très rapidement, parce que c'est un jeu qui fait entre 6 et 8 heures de jeu au final. Donc c'est un vrai gros jeu. Et qui va explorer tout plein d'éléments qui sont liés à la compréhension d'un document, à l'analyse de ces documents, à qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour mieux appréhender des informations qu'on va recevoir. Tout ça mêlé dans une sorte de grande enquête de complot, tel qu'un jeu vidéo peut le proposer. Et donc ça, c'était utilisé particulièrement en bibliothèque universitaire. Et c'est aussi un jeu qui a été beaucoup mobilisé, même en dehors, puisqu'il est vraiment construit et diffusé comme un jeu, comme n'importe quel jeu vidéo. C'est un jeu qui a profité d'une diffusion vraiment extérieure, même à l'enseignement supérieur. Donc pour conclure, tout ça, parce que j'arrive au bout de mon temps. Donc une fois qu'on a passé beaucoup de temps sur la partie création d'un jeu, qu'est-ce que le point de départ d'un jeu. Une fois qu'on a créé le jeu, il va falloir bien sûr l'évaluer, donc ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et surtout, on va devoir pas mal travailler à sa diffusion et à la façon dont il va pouvoir être réceptionné par les publics. Donc en l'occurrence, il y a une partie technologique, c'est-à-dire que le jeu, une fois qu'on l'a créé, ce serait bien qu'il perdure dans le temps au niveau technologique, qu'il soit maintenu afin qu'il puisse être joué sur des nouvelles plateformes, des nouveaux ordinateurs, des nouveaux téléphones, que le jeu ne devienne pas obsolète au bout de 2-3 ans. Premier effort, un effort technique et technologique. Un peu moins conséquent en termes d'effort, mais qui arrive très souvent malheureusement, c'est qu'il disparaisse le jeu du radar des enseignants. Donc un jeu parfois disparaît. Il a été créé il y a 2-3 ans. Le porteur du projet n'est plus là. Il a changé d'université. Et le jeu disparaît dans les nimbes d'un site internet universitaire qui continue de le garder et de pouvoir le diffuser, mais qui ne l'utilise plus. Donc ça, il y a aussi un gros enjeu. N'hésitez pas à former autour de vous vos collègues, à mobiliser vos jeux. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi. On essaie de mobiliser énormément autour des jeux qui ont été créés au sein du collectif, pour que les jeux puissent être saisis par d'autres personnes que ceux qui les ont créés. C'est un gros enjeu pour que pour que ce soit pas seulement votre jeu, mais celui de jeu de plein de personnes qui puissent être utiles et rentables pour tout le monde.
Et ça demande aussi un gros effort d'accompagnement, c'est-à-dire créer les outils qui vont permettre que d'autres gens mobilisent ce jeu. Donc ça, c'est aussi à penser, ça arrive plus tard dans la réflexion de la création du jeu, mais c'est de se dire comment est-ce que, en dehors de moi, qui c'est qui va pouvoir mobiliser ce jeu, et pourquoi. Et mieux j'ai défini mes objectifs de départ, plus je pourrai les transmettre facilement, ces objectifs. Et là, vous êtes sûr que dans d'autres établissements, même peut-être dans votre établissement, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, et qui vont pouvoir, en lisant précisément ce que vous avez défini comme point de départ, vont s'y retrouver, vont pouvoir remobiliser l'outil que vous avez créé. Donc c'est ultra important pour que tous les efforts que vous ayez mis dans votre jeu, ça ne soit pas vain et que ça ne soit pas finalement que pour vous, mais vous puissiez aussi en faire profiter les autres camarades de l'équipe pédagogique dans votre établissement. Et si vous avez des volontés autres, de la plus grande échelle, de pouvoir le transmettre à d'autres établissements. Et je termine sur ça. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions.